Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 3 mai 2022. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, demain nous avons la session de Trading Live avec Vamfibo, comme toujours, à 8 heures, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour assister à une session de trading live avec, comme d'habitude, des prises de position en temps réel si les conditions sont bien évidemment réunies. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, des marchés assez mous globalement, dans l'attente de la Fed. Petite coquille ici, nous sommes pas le lundi 3 mai, mais bien le mardi 3 mai. Des marchés qui ont longuement hésité, notamment hier, sur les indices américains. On a un peu une séance de yo-yo. On est bien parti à la baisse, puis on a réussi, surtout le Nasdaq, à bien clôturer dans le vert, entre un peu des rebonds, des mouvements brusques et assez erratiques sur les marchés, qui invite un peu à la prudence des investisseurs qui hésitent avant la réunion cette semaine de la Réserve fédérale, qui pourrait logiquement décider, comme vous le savez, d'un nouveau resserrement monétaire pour juguler l'inflation. Donc, pas de grande surprise, les investisseurs anticipent toujours une hausse d'un demi-point des taux de la Fed mercredi, et parallèlement, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont quand même atteint 3% pour la première fois depuis plus de 3 ans. Donc on fera le point dans la partie macro juste après. Et forcément, la hausse des rendements américains pénalise aussi l'ensemble des métaux précieux. Et ces conditions ont aussi fait grimper le dollar, l'indice dollar qui a approché un plus haut depuis près de 20 ans face aux principales monnaies. Donc on se trouve vraiment sur une grosse résistance sur l'indice dollar. L'euro, lui, qui est sur un énorme support mensuel. Donc très clairement, tout va se jouer demain. Soit on a une accalmie sur le dollar et l'euro reprend de la hauteur, soit on a une Fed qui se montre très hawkish, très agressif dans ses propos, auquel cas l'euro enfonce son support et le dollar, lui, continue son ascension sans faille et fulgurante qu'il a entamée maintenant depuis plusieurs mois. En Europe, ce matin, on profite du rebond de Wall Street à la clôture la veille, aussi de la remontée des rendements obligataires et du bon accueil du marché aux résultats de plusieurs grands groupes européens. Effectivement, on a eu la publication de certains grands groupes bancaires, des résultats plutôt bien accueillis. On était quand même sur une bonne lancée sur maintenant, enfin, sur une bonne hausse. Là, je regardais, c'est en train de retomber, on revient proche de l'équilibre, mais globalement, la hausse de ce matin reste tirée par le compartiment bancaire européen, qui profite tout simplement d'une nouvelle poussée des rendements obligataires, favorisant forcément le secteur bancaire, et le rendement du Bund allemand, lui, à 10 ans, ayant dépassé 1%, les 1% pour la première fois depuis 2015. Donc on a vraiment, que ce soit aux États-Unis ou sur le marché européen, actuellement, une forte pression sur les taux, en tout cas, et on a toujours des taux qui continuent de s'envoler dans l'attente, en fait, des décisions à venir de politique monétaire. Donc forcément, si la Fed adopte un discours un peu plus soft, on devrait, je pense, assister enfin à une accalmie sur les rendements obligataires. Maintenant, juste avant la Fed, on a quand même eu la Banque centrale australienne qui a annoncé, sans surprise aussi, un relèvement de 25 points de base de son taux directeur à 0,35%, et c'est sa première hausse depuis plus de 10 ans. Et elle a quand même laissé entendre qu'elle poursuivrait sur sa lancée dans les mois à venir. Donc finalement, pareil, pas de surprise ici. Les banques centrales sont confrontées au même problème, à savoir une inflation qui devient un peu incontrôlable. Donc, on utilise les outils nécessaires pour tenter de juguler l'inflation.
Dans la partie macro, ici nous avons l'envolée du taux à 10 ans US qui a atteint, comme vous pouvez le voir, 3% en séance. Donc là, c'est au cours de clôture, mais en séance, on a quand même dépassé un peu ce seuil psychologique et symbolique des 3%. Donc juste avant la Fed, on a une petite résistance ici, comme vous pouvez le voir. Donc on est sous résistance. Et comme je vous le disais, tout dépendra maintenant des propos et des annonces faites par Jérôme Powell. Forcément, si il se montre encore une fois assez agressif, garde la même feuille de route et nous annonce aussi une hausse de 50 points de base au mois de juin, ça va un peu conforter les marchés dans le sentiment qu'ils ont déjà de la politique monétaire à venir. Et par conséquent, je crains qu'on ait une forte accélération de nouveau du taux à 10 ans. Néanmoins, s'il opte pour un discours plus souple, plus soft, pour quand même tenter de rassurer ces marchés financiers qui ne font maintenant que tomber, notamment aux États-Unis, eh bien, enfin, on pourrait avoir un repli sur les rendements obligataires, un repli du dollar américain, et par conséquent, ça offrirait en tout cas une bouffée d'air frais aux métaux précieux. Hier, on a quand même eu une belle chute sur le silver et l'or. On est arrivé sur des niveaux clés, mais tout cela s'explique malgré une aversion au risque. L'once d'or est très fortement corrélée au dollar et surtout au rendement obligataire, notamment le 10 ans américain. Donc, tant qu'on n'aura pas, malgré des conditions en tout cas qui semblent idéales pour l'or, à savoir la stagflation, donc pas de croissance et une inflation élevée, et généralement c'est l'environnement parfait pour l'once d'or. Malheureusement, on est pénalisé par la politique monétaire agressive et surtout par l'envolée des métaux précieux, l'envolée pardon, des rendements obligataires. Donc, effectivement, je trouve quand même que l'once d'or a bien résisté car depuis fin décembre, on est quasiment, vous voyez, on a quasiment doublé, on était à 1,5, on est passé à 3%. L'once d'or est positif depuis le début de l'année, donc je trouve qu'il résiste plutôt bien, mais effectivement, dès qu'on aura enfin un point haut sur les rendements obligataires et un pic de l'inflation, si possible, atteint assez rapidement, logiquement, on devrait avoir une belle correction derrière sur les rendements américains, ce qui devrait booster ensuite les métaux précieux. Ici, nous avons la saisonnalité du S&P 500 qui, depuis le début de l'année, est complètement à l'envers. Donc je vous ai juste posté ce graphique ici pour, comme d'habitude, faire parler un peu les statistiques. Mais globalement, on se rend compte que depuis le début de l'année, les statistiques sont vraiment à côté de la plaque, dans le sens où on a eu des mois catastrophiques et le mois d'avril était censé être l'un des meilleurs mois boursiers de l'année, comme vous pouvez le voir ici. Généralement, c'est un excellent mois pour le S&P 500. On a clôturé rouge, le Nasdaq a perdu 13%, donc c'est un peu l'hécatombe en ce moment, et je pense qu'il faut éviter de se fier aux statistiques, comme à l'adage qui nous dit sell in May et go away, vendez en mai et revenez plus tard, et logiquement il faut revenir au mois de septembre. Bon, je pense qu'il faut actuellement laisser de côté un peu tout ce qui est les adages boursiers et les statistiques, et en fait rester uniquement focus sur les mesures à venir des banquiers centraux. Donc actuellement, c'est absolument pas la saisonnalité ou les perspectives économiques qui drivent les marchés, c'est surtout les banquiers centraux, comme d'habitude. Mais là, c'est le resserrement monétaire. Donc effectivement, le mois de mai ici est un mauvais mois généralement pour le S&P 500. Après, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Effectivement, on peut terminer dans le rouge comme terminer sur une belle hausse. En fait, cela dépendra tout simplement de deux éléments. Le premier, si on a un pic de l'inflation qui a atteint au mois d'avril, ça, ce sera vraiment une bonne chose.
et surtout la réunion de la Fed demain. Voilà. Quelle va être la feuille de route? Quels vont être les propos de Jérôme Powell? Va-t-il adopter un ton hawkish, un ton assez souple, soft? Auquel cas, effectivement, ça permettrait au marché de rebondir. Bien au contraire, si on est vraiment on garde la feuille de route avec ce qu'anticipent les marchés actuellement, entre 7 et 8 hausses de taux d'ici la fin de l'année, forcément ça va mettre les marchés en difficulté et la baisse pourrait s'accélérer sur le mois de mai. Concernant la partie technique, c'est franchement mou ce matin. Je pense que le tour d'horizon technique va être très rapide. Je ne vois aucune opportunité. Que ce soit sur les indices, le forex, les cryptos, les matières premières, la seule opportunité qui m'intéresse actuellement, c'est l'once d'or. Voilà, je trouve on arrive sur un niveau clé. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais sur les indices, malheureusement, on a ce micro-range. On avait une belle hausse ce matin. On évoquait le micro-range à trader hier. Mais ça prend pas. On est juste venu combler le gap. Ouais, à peine. On a à peine réussi à combler le gap ici. Mais pour l'instant, je suis vraiment neutre. J'ai pas envie de. Comme je vous disais, jusqu'à la Fed, on va rester dans un marché vraiment pour les day traders. On mettra en place des plans swing après la Fed. Là, j'estime qu'avant la Fed, prenez 10, 20, 30 points sur le CAC, c'est parfait, prenez vos bénéfices et merci, au revoir. Mettre en place des plans swing, c'est vraiment difficile, même risqué jusqu'avant la Fed. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas les annonces de Jérôme Powell. Tout est possible, comme je vous le disais. Si on a un discours soft, je vois bien les indices prendre 2-3%. Au contraire, s'il se montre assez hawkish dans ses propos, cassure du bas de range et accélération en direction des 6150. Bon, ça, on pourra définir un plan concret après mercredi. Pour l'heure, on est dans un micro-range et un marché réservé aux day traders. Voilà. Je vais m'abstenir de mettre en place des plans de trading. Swing en tout cas. On a un range ici. Achat en bas, vente en haut. Mais malheureusement, vous voyez qu'on a même beaucoup de mal à faire des rotations complètes. Donc là, j'estime tout simplement qu'on est dans un scénario pour les traders intraday. Voilà. Se rapprocher ici des 6415, tenter un petit achat sur une bougie 5 minutes, 15 minutes, un stop loss juste en dessous, et si on prend 10-15 points, prendre ses bénéfices, sortir. Voilà. Et travailler ce marché jusqu'à demain soir, dans le même style. Mais là, pour l'instant, je me vois mal en tout cas mettre en place un plan swing. Ici, je vous disais qu'on avait eu une chute hier, un flash crack. Je m'attendais à ce que ce soit à ce qu'on vienne chercher de la liquidité. Souvent, ça peut être ça, le marché manque de liquidité, on vient chercher de la liquidité avant de repartir. Donc, on fait des grosses baisses, on chasse tous les stops, on reprend de la liquidité derrière pour mieux repartir. Et puis finalement, c'est un fat finger qui est responsable de ce mouvement, un trader de Citi qui a passé un ordre de vente assez violent apparemment et qui a engendré en tout cas un gros décalage sur les marchés. Donc pas de recherche de volatilité mais plutôt un fat finger comme on dit dans le jargon. Une erreur de trader surtout à mon avis, un ordre de vente qui a dû être un peu trop gros ou on s'est peut-être trompé dans les montants, ça arrive aussi souvent. Mais résultat, ce qui explique un peu le mouvement assez brusque qu'on a eu hier. Donc pour l'heure, voilà, on est dans le range. Ici, c'est vraiment de l'excès baissier qu'on a eu dû à une erreur de trader. Donc pour moi, la bande de base du range reste les 6415. Tenter, ma foi, sur des petits signaux 5 minutes, 15 minutes, un petit rebond technique. Voilà. Le DAX, c'est la même chose. Pour le coup, là, il se passe pas grand chose. On est venu combler le gap, effectivement. C'était un niveau à aller chercher. Mais je trouve que c'est
franchement mou sur l'indice allemand, très honnêtement. On est toujours dans le micro-range. Seulement que l'on est venu combler le gap hier, on retombe. Bon, je pense qu'on n'aura pas de mouvement directionnel jusqu'à mercredi. On va pas se mentir, il se passe absolument rien sur les indices. Pour ma part, je suis vendeur en haut, acheteur en bas, toujours. Bon, on est venu chercher notre Platen Can hier, peut-être que certains ont tenté des ventes. Proche de la borne haute, sur le Plaquis June et même 50, pourquoi pas. Ça pouvait se tenter. On n'était pas, j'aurais aimé qu'on remonte un peu plus haut sur les 14 130, malheureusement ce ne fut pas le cas. Mais là pareil, on est surtout sur un milieu de range, je trouve que il n'y a pas grand chose à faire malheureusement, mais la stratégie reste la même toujours, des ventes en haut sur signal 15 minutes, horaire, et des achats en bas. Mais toujours euh, dans un scénario en fait d'intraday. Sauf si vous avez eu un point haut ici, que vous avez suffisamment de marge, 100 points, 200 points, effectivement, pouvoir mettre le stop loss à break-even. Mais pour celles et ceux qui cherchent des opportunités sur le marché entre aujourd'hui et demain, eh bien, à mon avis, il faut plus s'orienter sur de l'intraday plutôt que des plans swing, étant donné qu'on a peu de volatilité et peu d'amplitude sur l'ensemble des indices. Le Dow Jones, belle réaction sur le support. J'évoquais avec vous la zone qui m'intéressait pour payer le Dow Jones. Et là, effectivement, on est venu taper cette zone. On a vraiment une très belle zone qui, pour moi, voilà. Ici, j'évoquais avec vous le bas de nuage. Le bas de nuage et Chikou qui allait venir taper. Et prendre appui sur notre oblique, justement. Hop, juste ici. Vous voyez, un point de contact là, le porte-voix. Et on est venu prendre appui dessus. Donc derrière, pour moi, on avait un point idéal à l'achat ici. Donc j'espère que certains d'entre vous ont réussi. On avait Chikou en même temps, à mon avis, qui a dû venir taper, vous voyez, là, elle a dû venir taper sur le bas haut de nuage, quand les prix, eux, pareil, tapaient le bas du nuage juste ici. Donc là, on avait vraiment une belle zone, couplée au porte-voix. C'était la zone que j'évoquais avec vous sur Dow Jones, en disant, bah, effectivement, s'il y a un niveau où on peut tenter déjà des achats, c'est ici. Donc une entrée vers les, je vous disais, 32 700, 32 000, 32 700, 32 000, effectivement 600 points. Si certains ont tenté un achat, eh bien bravo, belle stratégie. Le stop loss sous les plus bas, je pense qu'on peut déjà mettre le stop loss à break-even. Et là, pour le coup, j'aime bien le beau chandelier qu'on a eu ici. Bel avalement horaire. Bon, je garde ce biais haussier. Si certains ont tenté un achat, vous pouvez déjà mettre le stop loss à break-even. On a une remontée de 400 points derrière, c'est quand même pas mal. Prendre des bénéfices. Et puis attendre la suite. Mais là, j'aime bien ce qu'on est en train de faire. On a vraiment fait un beau pattern. On est venu taper potentiellement ce gros bas de range qu'on a ici. Là, on a un gros range. Taper notre zone qu'on a étudiée hier. Et derrière, j'ai un joli marteau en formation qu'on a eu en clôture. Donc plutôt un biais haussier de court terme. Celles et ceux qui sont rentrés ici, bah, mettez déjà votre stop à break-even. Vous avez quand même déjà 400 points d'avance. Et derrière, il faut espérer une remontée un peu plus violente. Effectivement, l'avalement 4 heures sur bas de range hebdomadaire. Voilà, comme évoqué hier. Beau niveau, voilà, beau niveau, bas de range. J'ai envie de croire à ce range. Et encore une fois, voilà pourquoi j'invite celles et ceux qui sont rentrés ici à mettre à break-even avant la fête. Si ça tient et que Jérôme Powell rassure les marchés, eh bien je pense qu'on aura un gros range entre 32 500 et 35 000. Donc là, vous avez quand même un point parfait. Et puis si ça tient pas et que les annonces sont un peu mal interprétées par les marchés, eh bien je pense qu'on aura une correction du type A, B et C. Et donc je viserai plus bas derrière. Mais pour l'instant, on est sur le
pullback sur l'ancienne borne haute du porte-voix. Tenkan qui est venu taper, prix bas de nuage. Donc pour moi, on a un trop gros niveau. On ne peut pas se permettre de vendre ce niveau. Au contraire, c'était vraiment un niveau plutôt pour des achats. Et si ce niveau cède, effectivement, je chercherai uniquement des ventes derrière. Mais là, pour l'instant, j'estime que les acheteurs ne sont pas totalement morts et qu'on a une configuration intéressante. Donc, mise à BE du stop loss pour celles et ceux qui sont rentrés ici, dans l'attente de la fête derrière. Si ça doit repartir, on a un beau chandelier de retournement, avalement haussier, donc si c'est amené à repartir, on ira chercher un TP2 ici, et puis on verra derrière où est-ce que ça peut nous emmener. Mais en tout cas, mise à BE du stop avant la Fed, et essayer de garder ce plan haussier dans l'espoir que le marché reprenne un peu du poil de la bête. Bon, Euro USD, GBP USD, on avait mis en place des plans. C'est pas évident, on est quasiment proche de l'équilibre. Hier, on a mis en place un plan de trading, je crois, on était par ici. Malheureusement, ça part pas. À voir d'ici ce soir, mais j'ai l'impression qu'on va végéter en fait sur notre niveau de support. Voilà, je voulais mettre en place un plan ici à l'achat, espérer avoir une marge suffisante pour remonter et mettre un break-even. Donc là, on est quasiment au point d'entrée. Et je pense très clairement que si ça remonte pas au-dessus des 1,0560 entre ce soir et demain matin, il faudra déboucler la position. Voilà, tant pis. On ne peut pas se permettre de rester en position avant la Fed si on n'a pas suffisamment de marge. Donc, pour moi, on a une énorme zone mensuelle. C'est un niveau clé, un niveau important, un niveau que je surveillais depuis maintenant plusieurs semaines. On est dessus, ça tient. Le pire n'est pas certain, comme toujours. La politique très hawkish de la Fed est quand même pricée là depuis pas mal de temps. Et voilà, je m'attends tout simplement à un rebond de l'euro-dollar. Donc, je peux me tromper, mais je trouve que qu'on est sur un tel niveau que je ne peux pas me permettre d'être vendeur ici. Voilà, sur une zone mensuelle, c'est pas possible d'être vendeur sur une zone mensuelle. Voilà. Si elle casse, effectivement, on continuera à vendre dans le sens de la tendance, mais là j'estime qu'un rebond pourrait enfin se mettre en place. Malheureusement, ça reste timide, fébrile, et comme je vous le disais, j'ai mis en place hier un plan de trading, mais si on n'a pas de... Voilà, si on n'a pas un rebond assez rapidement pour pouvoir vite se mettre à break-even, il faudra déboucler la position. Tant pis, on sortira flat ou en légère perte, mais je ne prendrai pas le risque en tout cas de rester en position juste avant des annonces de banquiers centraux. C'est trop en mode casino et on ne peut pas se permettre d'agir comme ça en trading. Bon, là, il nous reste une bonne journée complète, donc à surveiller. Si d'ici ce soir ou demain matin, il n'y a pas de changement, on continue à végéter là, proche de ce niveau, eh bien, il faudra penser à déboucler cette position. Effectivement, la divergence a un peu fonctionné. Ça a permis une stabilisation. Vous voyez, très clairement, on a une stabilisation du marché, mais pour autant, ça ne veut pas redémarrer. Donc, si on casse notre Kijun, ce sera un bon point. Mais si on continue à rester proche des 1,0520, eh bien vous connaissez le plan, il faudra déboucler la position. GBP USD, c'est pareil. C'est pareil. Bon, là on tente de casser la Kijun, c'est un peu mieux. On avait mis aussi en place un plan. Mince. En donné suite à l'avalement ici haussier. Bon, pareil, ça prend pas. Ça prend pas. Et avant la Fed, on peut pas s'exposer sur le dollar américain, sur l'euro et la livre sterling. On est trop exposé au dollar. Donc il faudra pareil déboucler la position si la livre sterling ne rebondit pas rapidement d'ici demain. Voilà. Si on prend 50 pips, 50-40 pips, on se remettra à break-even très facilement. Mais là, je pense que si on continue comme sur l'euro, même scénario, à végéter ici, il faudra déboucler la position. Voilà. Aussi simple que ça.
USD Yen, il se passe rien. Voilà, sous surveillance, comme toujours. Pour moi, c'est le plan de la semaine. Effectivement, si on a un repli du dollar, euh, forcément, je m'attends à un rebond de l'euro, rebond de la livre sterling et repli du dollar yen. C'est un peu le scénario que j'ai en tête. Je trouve qu'on est vraiment dans de l'excès haussier sur toutes ces paires. Enfin, ici, on est en plein excès haussier. La livre sterling chute libre, l'euro pareil. Pessimisme ambiant qui atteint son paroxysme, je trouve, sur les marchés. Et je m'attends à un repli du dollar et à un rebond de la livre sterling et de l'euro. Bon, voilà mon plan, mais pour l'instant, pareil, ici, il faut au moins attendre. Là, la divergence n'est pas validée. Il faudra attendre qu'on break ce niveau de support. Donc, si ça casse derrière, casse notre Tenkan, on pourra rentrer en position sur cette divergence, stop loss ici et viser plaquage jaune. Voilà le plan, mais pareil, depuis hier, il ne s'est pas passé grand chose sur Forex. Le gold, on est sur ma zone. Voilà, on est sur la zone que je surveille, 1850. Donc effectivement, c'est le niveau avec les 1836. Donc là, je vérifie beaucoup. Voilà, on a un très beau niveau ici. Et on est pile poil dessus. Donc l'opportunité pour moi se présente sur le gold. Mais pareil, je vais pas mettre en place, j'attendrai la Fed. Quitte à rater une partie du mouvement, très honnêtement, si le 10 ans explose derrière, on n'ira plus bas. On ira au moins à 1800, on ira chercher notre oblique. Pour moi, l'idéal, ce serait un excès baissier. Voilà, qu'on fasse un excès baissier, qu'on vienne taper MM200 oblique et derrière on remonte. Moi, le point d'entrée idéal, c'est les 1835. Prise d'appui oblique, MM50, excès baissier, hop, ça remonte, on clôture au-dessus des 1850. Donc voilà le plan de la semaine sur le gold. L'idéal, c'est d'aller chercher ce petit niveau-là, cette zone, sur un achat. Là, effectivement, on donnait daily une petite zone intermédiaire. Vous voyez, on a aussi la MM200 là, qui remonte. Donc je n'exclus pas une petite frayeur pour venir chasser les stops un peu trop près. Excès baissier, prise d'appui sur oblique, MM200, ça remonte et on préserve les 1850. Voilà le plan à surveiller, mais ce sera surtout après la Fed. Là, pour l'heure, on n'a toujours pas de champ de retournement. Sauf si, ma foi, d'ici là, on a un gros champ de retournement. Enfin, si on repasse pas sous les 1850 et qu'on a un gros chandelier de retournement, effectivement on est sur zone, bon pourquoi pas tenter. Mais pareil, ça va être compliqué juste avant de la fête, il faudra vite se protéger à break-even. Je préfère attendre, laisser passer l'orage, voir ce que la fête va dire, rater peut-être une partie du mouvement si ça part à la hausse, mais au moins avoir une confirmation. Car là, on prend des risques. Mais effectivement, si on a un beau chandelier, haussier ici, 4 heures, pourquoi pas tenter un petit achat sur cette zone-là. Sinon, on attendra le plan un peu plus bas. Mais à mon avis, l'idéal, comme sur pas mal d'actifs, ça va être voilà, de se montrer patient, d'attendre la Fed, car tout est possible en fait. Tout est possible, et donc ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Voilà. Si ça doit baisser pendant la Fed, eh ben, je pense qu'il faudra chercher vers les 1835 à se positionner. Et au contraire, si on n'a pas d'incursion sous ce niveau et que c'est amené à rebondir, bon, bah, au moins on aura une confirmation, on pourra rentrer plus sereinement et le stop loss sera facile à placer. Mais pour l'heure, en tout cas, rien à faire. Pas de signaux de retournement à la hausse. Et je vois mal l'or, pareil, me déclencher un flux directionnel juste avant la réunion de la Fed demain. Donc on pourrait plutôt végéter sur ce gros niveau de support
Et ensuite, on aura le prochain mouvement directionnel après la réunion. Le Brent, pas grand chose à ajouter sur le pétrole finalement. Comme toujours, je reste à l'écart dans l'attente de voir où est-ce qu'on aura une sortie de triangle. Pas envie d'anticiper, de vendre en haut, me dire que ça va sortir par le bas, que ça va casser. Je suis pas convaincu de la baisse, effectivement, on est sous résistance, donc oui. Est-ce qu'il faut vendre pour autant? J'en suis pas si sûr, très clairement. Est-ce qu'il faut anticiper la sortie du triangle? Ça me paraît un peu osé. Et de ce fait, je préfère, encore une fois, m'armer de patience et attendre la sortie de ce triangle. Voilà. Et là, on aura une belle opportunité en swing, à la hausse ou à la baisse. Et pour l'heure, effectivement, on est sous résistance. Hein. Si certains veulent tenter avec un stop loss là en disant bon, ça va sortir par le bas, c'est sûr que ça vous fait un super point d'entrée. Après, libre à vous d'anticiper ou pas les sorties de triangle. Vous avez une chance sur deux. Là pour l'heure, on donnait 4 heures. Bon, effectivement, on avait ce chandelier qui était sympa, c'est remonté. Mais depuis, pas grand chose. Pour ma part, je ne vais. Non, on n'a même pas un drapeau. Voilà, je ne donnerai pas de consigne sur le pétrole. Et j'ai pas envie d'anticiper la sortie du triangle. Et ma foi, si certains d'entre vous sont un peu agressifs dans leur trading, eh bien effectivement le stop loss est pas cher. Effectivement, stop loss juste au-dessus, c'est pas cher. Si vous anticipez une sortie par le bas, eh bien derrière vous aurez un super ratio risque-reward, à condition d'avoir raison, bien évidemment. Donc à vous de voir selon votre profil, selon votre stratégie, selon votre money management. Pour ma part, je ne donnerai pas de consigne et j'attendrai la sortie de ce triangle pour proposer un plan de trading derrière. Le light, même constat, effectivement pareil, le stop loss ici est pas cher pour celles et ceux qui veulent tenter la vente, c'est au-dessus de la mèche qui est juste là, donc stop loss pas cher, et ratio risque reward pareil, assez conséquent. Donc, encore une fois, à vous de voir. Mais là, malheureusement, depuis maintenant plusieurs séances, ça reste frileux. Voilà. On a un marché un peu frileux, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas des signaux qui nous permettent de dire ok, on a véritablement un essoufflement du marché, ça va aller à la cave, ou les bougies sont vraiment... il y a beaucoup de corps, il y a de la force acheteuse. Je trouve que les volumes là ont bien diminué, donc finalement manque d'enthousiasme de la part des acheteurs et des vendeurs. Voilà pourquoi je suis totalement neutre sur le pétrole et j'ai pas envie d'être dans l'anticipation, mais plutôt dans la patience. Voilà. Et par conséquent, attendre un signal avec une sortie claire de ce triangle pour pour mettre en place plutôt un plan de trading. Et comme pour le Brent, si vous êtes baissier, effectivement, le stop loss est pas cher, mais encore une fois, je l'aurais dit, je ne donnerai pas de consigne sur le pétrole jusqu'à la sortie du triangle. Les cryptos, passez votre chemin. Il se passe absolument rien. Voilà, ça c'est dit. On est sur un petit niveau de support. Encore une fois, les cryptos, c'est du Nasdaq. Donc, ça va bouger sur les annonces de Jérôme Powell mercredi. Voilà, pour l'instant, les cryptos sont incapables de se détacher du marché traditionnel. Malheureusement, c'est complètement corrélé au marché traditionnel, notamment aux valeurs technologiques américaines.
On a un petit niveau de support intermédiaire, on a de nouveau réajusté ce canal. Effectivement, cet oblique, on l'a quand même réajusté pas mal de fois. Euh, c'est le dernier rempart. Voilà, on est sur le dernier rempart. Si on doit aller plus bas, bon bah, voilà les deux niveaux, hein, 30 000 et 34 000, 35 000. Pour l'heure, pas de plan de trading, pas envie d'être acheteur ici, aucun signal, manque de conviction. Encore une fois, je préfère rater une partie de la hausse, mais au moins avoir un signal valide et un début de mouvement confirmé par des acheteurs, plutôt qu'être dans de l'anticipation et être un peu sur du pile ou face avant la Fed. Voilà. Donc pour moi, jusqu'à mercredi, très clairement, il faut se montrer patient et aller sur d'autres marchés. Mais comme on a pu le voir en introduction et depuis ce tour d'horizon technique, globalement, l'ensemble des marchés sont relativement mous en ce début de semaine. Là, je note très peu d'opportunités. Des zones à surveiller, effectivement. On est sur des gros niveaux de support ou des gros niveaux de résistance un peu partout, finalement. Donc, il y aura des niveaux à mettre à profit, mais cela nécessite qu'on ait un peu plus de visibilité derrière. Et la visibilité sera donnée par Jérôme Powell mercredi soir à 20h. Bon, biseau, voilà, chose intéressante, effectivement, on a un biseau. 4 heures, bon, c'est pas grand chose, mais à surveiller, pourquoi pas une sortie par le haut, tenter en mode trading. Bon, je note un petit biseau de consolidation, mais c'est tout, proche d'un support. Donc effectivement, biseau descendant, logiquement on est censé avoir une sortie par le haut. Mais encore une fois, à mon avis, la sortie se fera après les annonces de Jérôme Powell. L'Ethereum, même constat. C'est trop juste encore, on est sur le pullback, on tente de réintégrer. Pareil, je me pose la question, est-ce que je vais devoir réajuster cette oblique? Bon, pour l'instant, je vais la laisser comme cela. Je trouvais que les points ici étaient corrects. On peut faire un excès baissière et intégrer, mais voilà, on est à la croisée des chemins. Très clairement, acheter ici sous résistance, on peine à réintégrer, c'est trop risqué. Et je pense que, comme pour le BTC, j'attends d'avoir un peu plus de visibilité. Si on a une belle bougie, qu'on réintègre, qu'on casse un peu ce canal et qu'on break les 2900, alors là, oui, je serais éventuellement intéressé pour chercher des achats, avec un stop loss sous les plus bas et viser 3250 et pourquoi pas un peu plus haut. Mais si derrière, au contraire, d'ici demain soir, bon, on est dans l'incapacité à reconquérir ce niveau, on repasse sous l'oblique, ça accélère à la baisse, eh bien on laissera tomber. On attendra la prochaine zone. Voilà. Donc la zone d'achat, pour moi, c'est cassure des 2950 sur belle bougie ou repli sur la zone 2500-2545. Voilà le plan sur l'Ethereum. Mais bon, comme sur le BTC aussi, on est sur des gros niveaux et dans l'attente du prochain catalyseur. Donc à mon avis, jusqu'à demain soir, ça va être le même cirque sur les cryptos, le forex et certains indices. On aura peu d'amplitude, peu de mouvement. Ça risque d'être léthargique, mou par conséquent. Soit on attend que les marchés digèrent les annonces de la Fed pour se positionner plus sereinement jeudi, soit vous faites de l'intraday jusqu'à la réunion de la Fed à 20h demain soir. Donc pour l'instant, l'idéal reste de faire de l'intraday et on pourra enfin mettre en place des plans swing plus tranquillement, plus sereinement à partir de jeudi. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.